Il est exactement 7 heures sur l'ensemble du réseau synchronisé de Zik FM, Charantagaï, Biraïm Touré, bon réveil matinal. Les titres de cette édition, le général Babacar Gaye, chef de la MINUSCA, a présenté hier sa démission au secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, à la demande de ce dernier. L'ancien chef d'état-major général des armées du Sénégal a été poussé à la sortie suite à une série d'accusations d'abus sexuels contre des enfants commis par des casques bleus au Congo. Retour sur le drame au Dara de Serigne Bassirou Kane à Thiès. Le talibé qui a perdu la vie a été inhumé hier. Celui qui a été admis à l'hôpital gravement éventré a pu rejoindre le domicile de ses parents après une opération réussie. La mère d'un des blessés soutient que l'auteur des faits est loin d'être fou comme le présentent certains. Les professionnels du bois inquiets de la hausse du prix de cette matière première au Sénégal. Les Laobé du Sénégal annoncent que le prix du cube est passé du simple au triple. Ils ont pris langue hier avec le khalife général des Mourides pour lui demander son intercession auprès des autorités politiques. À suivre la page des sports comme tous les matins avec Lamine Gueye, la rue de la presse de Fabrice Niema en fin d'édition. Bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue, l'actualité sur Zik FM que nous démarrons avec cette nouvelle. Le général Babacar Gaye, jusqu'ici chef de la MINUSCA, a présenté hier sa démission au secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, à la demande de ce dernier. L'ancien chef d'état-major général des armées du Sénégal a été poussé à la sortie suite à une série d'accusations d'abus sexuels contre des enfants commis par des casques bleus au Congo. Une enquête a été ouverte par l'ONU après ces accusations de viol et d'homicide qu'auraient commis des casques bleus à Bangui en Centrafrique au cours d'une opération armée dans l'enclave musulmane PK5 à Bangui au début du mois d'août. Des accusations communiquées par Amnesty International. Donc il s'agit du chef de la MINUSCA qui était donc en Centrafrique et qui a donc dû présenter sa démission hier. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Retour sur le drame au Dara de Serigne Bassirou Kane à Thiès. Le talibé qui a perdu la vie a été inhumé finalement hier après une autopsie, alors que celui qui a été admis à l'hôpital, ils étaient deux, gravement éventrés, a pu rejoindre le domicile de parents après une opération réussie. Occasion saisie par la déléguée générale à la solidarité nationale qui était venue présenter les condoléances du président de la République à la famille éplorée, de rendre visite également aux talibés rescapés. Selon Madame Montassar Diako, accompagnée du préfet de Thiès, ce drame ne doit plus se répéter et le président de la République a mis en branle la stratégie nationale de protection de l'enfant. Montassar Diako est la déléguée générale à la solidarité nationale. Je vous propose de l'écouter. Nous sommes déjà allés chez ses parents et l'enterrement a eu lieu ce matin. Donc, pour présenter les condoléances du chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, les condoléances du gouvernement et de tous les Sénégalais. À la suite de cela, nous nous sommes rendus aussi chez l'enfant qui a été aussi blessé et qui est sorti de l'hôpital aussi, le jeune Kassé. Donc, il va mieux. Donc, on a été aussi chez eux. C'est par la suite que nous nous sommes rendus ici, au niveau du Dara, pour présenter les condoléances aussi aux guides religieux et à tous les jeunes qui sont là et qui étaient des camarades de Dara, du jeune qui a disparu. Donc c'est un drame que nous ne voudrions vraiment pas que ça se renouvelle. Donc il y a la stratégie nationale de protection de l'enfant. Tout ça, puisque j'ai été ministre de la Femme, Famille et Enfance pendant 10 mois. Cette stratégie nationale de protection de l'enfant a déjà été voté, validé, adopté. Donc aujourd'hui, je pense qu'il est sur la bonne voie pour une bonne protection des enfants et de tous les enfants, quelle que soit la couche, quelle que soit la partie. Sachez qu'après cette visite fort appréciée par les familles concernées, la maman de Dibi Kassé, qui a lui échappé à la mort, a accepté quelques mots sur ce drame. Pour elle, c'est le marabout et la justice qui ont le dernier mot à l'endroit de l'auteur de cet acte odieux, présenté comme un fou, un drogué. Elle dira qu'il est très loin d'être fou. Fatou Dioum, la maman du talibé Dibi Kassé, vous l'entendrez dans notre édition en Wolof. Dans le reste de l'actualité, impliquer les professionnels des médias dans la lutte contre les violences faites aux femmes, la préservation des droits humains pour une paix durable et une inclusion sociale, entre autres. C'est l'objectif d'un atelier de formation qui s'est ouvert à Kaolack, une initiative de l'UNESCO en partenariat avec ONU Femmes et le Haut Commissariat des droits humains. Correspondance à Kaolack,
Cet atelier de Kaolack vise à renforcer la capacité des professionnels des médias à mieux tenir compte des questions de genre, droits humains, inclusion sociale, citoyenneté et culture de la paix. Une activité qui s'inscrit dans le cadre du programme conjoint intitulé Éradication des violences basées sur le genre et droits humains. L'initiative est de l'UNESCO en partenariat avec ONU Femmes et le Haut Commissariat des droits humains. Madame Thiam Marema Touré, chef de la section sciences humaines et sociales au bureau régional multisectoriel de l'UNESCO à Dakar. C'est une formation qui aborde la problématique des violences faites aux femmes versus violences basées sur le genre, qui vise aussi à regarder les modalités qui permettent de rendre effectifs les droits humains de façon générale et les droits humains des femmes en particulier. Venu représenter le ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfance à cette importante rencontre, le conseiller technique et directeur des études et de l'évaluation des projets déclare que son ministère entend renforcer son soutien pour la sensibilisation et son partenariat avec les organisations s'activant dans ce domaine. Omar Samb. La recrudescence de ce phénomène est remarquée au Sénégal comme dans tous les pays du monde. Le Sénégal réaffirme avec force son ancrage dans le respect de ses instruments internationaux. La session de Kaolack, premier du genre, ayant enregistré la présence de 70 participants venus des autres régions du pays, marque le début d'une série de formations dans l'intention des professionnels des médias qui va se poursuivre dans les autres localités. Zik FM Kaolack. Faradiassé à Pékin, le nouveau commissaire du commissariat d'arrondissement de Guinaw Rail a pris fonction hier. Le commissaire Adramé Sarr, qui était jusque-là à Guédiawaye, a donc rejoint cette autre poche de la banlieue. Les populations de Guinaw Rail attendent beaucoup de lui, notamment l'ouverture, le dialogue entre autres, car selon ces populations, son prédécesseur a fait un excellent travail dans la localité. À lui de suivre les traces de ce dernier. C'est un compte rendu de Younous Abaldé. 1160 personnes interpellées et mises à la disposition de la justice. Sur les 100 affaires traitées, les 80 étaient des affaires sérieuses. C'est le bilan du commissaire Mohamedou Baldé et de ses hommes à la tête du commissariat d'arrondissement de Guinaw Rail. Ça, c'est le résultat de la brigade de recherche et d'investigation. Ils ont su se sacrifier. Guinaw Rail est une zone considérée comme criminogène, mais depuis la création de la police, la donne a considérablement changé. Le commissaire Adramé Sarr a la lourde responsabilité d'achever le travail entamé par son prédécesseur. Les populations fondent un grand espoir sur lui. Une sécurité parfaite et on a espoir à lui. Son prédécesseur a eu à abattre un travail vraiment extraordinaire. Il a su faire de la police une police de proximité. Il a été aux côtés de la population quand le besoin se faisait sentir. D'ailleurs, les populations sont prêtes à coopérer loyalement avec la police pour lui rendre la tâche plus facile. Quand on voit quelque chose d'anormal dans le quartier, on ira l'avertir pour qu'il prenne au moins ses devoirs. Après 2 ans passés à la tête du commissariat d'arrondissement de Guinaw Rail, le commissaire Mohamedou Baldé va désormais présider aux destinées du commissariat urbain de Tivaouane. Son successeur était jusque-là commissaire adjoint au niveau du commissariat central de Guédiawaye. Pékin Guinaw Rail, Younous Abaldé, Zik FM. Younous Abaldé, nous restons dans la banlieue. À Keur Massar, les problèmes liés notés plutôt dans le domaine de la santé, entre autres la cherté de certaines opérations comme le dépistage du cancer du col de l'utérus et du sein, mais également le revenu très modeste d'une frange de la population de Keur Massar pousse la convergence des jeunes de la localité à organiser des journées de consultation gratuites, journées qui permettent souvent de détecter plusieurs pathologies dont l'hypertension artérielle, le diabète, mais aussi favoriser le dépistage de plus de 200 femmes à Keur Massar. Nous retrouvons Idriss Diémé. Les objectifs du millénaire pour le développement relatifs à la santé difficiles à atteindre dans beaucoup de localités, accéder aux soins reste problématique pour beaucoup de familles et afin de corriger tant soit peu ce manquement à Keur Massar, une journée de consultation a été lancée. Djibi Sow, coordonnateur de la CADS, initiateur de la journée. Vu qu'ici à l'hôpital de Keur Massar, les gens ne peuvent pas faire le dépistage du cancer du col de l'utérus, dépistage du cancer du sein, etc. Étant donné si vous partez par exemple dans certains hôpitaux, pour le dépistage du cancer du col de l'utérus, il faudra débourser 35 000 francs. Ici, nous avons dépisté 200 et quelques femmes. Une somme de plus de 7 millions de francs. Une journée qui a permis de déceler plusieurs cas de pathologie après diagnostic. Ibrahim Ada, médecin CHU. Beaucoup de pathologies, surtout l'hypertension artérielle. À peu près, on peut dire que 60 cas pour personnes âgées sous contrôle HTA et plus de la moitié également en diabète. C'est pas des patients
gens qui sont connus diabétiques en fait, mais c'est aujourd'hui qu'on a su déceler qu'ils sont porteurs de diabète. Mes collègues sages-femmes, je suis passé voir parce qu'on a su dépister 250. Le nombre important de personnes dépistées entre 10 et 14 heures montre combien ces populations ont besoin de ces journées de consultation gratuites. Idrissa Diémé à Keur Massar, Zik FM. Les porteurs de projets à Rufisque disposent désormais d'un technicien chargé de les accompagner dans la constitution de leur dossier. Le FONGIP, Fonds de garantie des investissements prioritaires, a ouvert un bureau plutôt de liaison logé dans les locaux du conseil départemental de Rufisque. Ce bureau est au service des acteurs évoluant dans les 12 collectivités locales que compte le département de Rufisque. Amadou Diallo, directeur des risques et engagements du FONGIP, nous l'explique au micro de Germain Tidiansek. On a un technicien qui est là, qui accompagne les porteurs de projets dans la conception du business plan, parce que ce qu'on a remarqué en tout cas dans les difficultés de l'accès au crédit, le deuxième obstacle à part la garantie qui est le premier obstacle, le deuxième obstacle c'est la non-structuration des dossiers. Donc les porteurs de projets arrivent face aux banquiers non armés, ne connaissent pas les taux, ne savent pas comment faire une négociation grâce au conseil départemental de Rufisque, un bureau de liaison qui est là aujourd'hui, et cela va être multiplié au niveau national. Dans tous les 45 départements du Sénégal, on aura un représentant. Il faut retenir, c'est que le conseil départemental va mettre en place une ligne, par exemple aujourd'hui ici de 100 millions, le FONGIP mettra 200 millions et on aura 300 millions. Et donc c'est une stratégie qui nous permet de faire un effet de levier extrêmement important et d'accompagner les groupements de femmes et de jeunes dans Rufisque. Et puis nous parlons, je vous le disais en titre, des Laobé du Sénégal, chez le Khalife général des Mourides, qui dénonce l'exploitation abusive du bois, mais aussi la hausse du prix du 100 kg de bois qui est passé du simple au triple, ce qui tue, à en croire les professionnels de la sculpture, leur activité. Ainsi, du commerce à l'artisanat, ils s'engagent à participer à l'effort de reconstitution du capital forestier. Correspondance Abdoulaye Diagne. Les Laobé du Sénégal, chez le Khalife général des Mourides, Bara Sow, est le président de l'association des Laobé du Sénégal et de la diaspora. 216 allouas qu'on a donné le Khalife général de Koulou Mouride, on ne peut pas lui le prendre sans les allouas. Ainsi, il plaide pour que le bois profite aux ayants droit. Les gens qui tuaient les forêts, c'est des gens qui amènent le bois à l'extérieur. Ils vont amener en Gambie, Guinée-Bissau, aller vendre ailleurs. Mais or que nous, les Laobé, nous, on utilise les bois qui sont déjà secs. C'est cette bois-là, nous, on veut. Donc, ce qui reste, c'est pour qu'on va donner les Laobé qui vont pratiquer, qui vont insculpter cette bois-là, ils vont lui mettre en valeur pour gagner leur pain dedans. À cet effet, ils s'engagent à participer à l'effort de développement national. On a fait une mutuelle pour les Laobé, pour les accompagner. On a fait aussi une village moderne au pôle de Diamniadio. Nous, les Laobé aussi, on nous a dit que toujours c'est nous qui coupons le bois. Donc, on a un plan de Sénégal vert. On doit faire des reboisements dans tous les 45 départements du Sénégal. Par ailleurs, les Laobé s'engagent à donner un second mandat au président Sall avec 1,5 million Laobé. Abdoulaye Diagne, Touba, Zik FM. En plus bref, à Pikine, plus de 1000 élèves et étudiants de Pikine ont reçu des bourses d'études de 3 ans. Bourses obtenues dans le cadre d'une convention avec le CAPS. Toutefois, la mairie a débloqué une enveloppe de plus de 170 millions de francs CFA. Se prononcer sur la création de lycée à Pikine d'Agodan, le maire a dit qu'ils y travaillent mais sont aujourd'hui confrontés à un problème d'espace. Le manque de renouvellement du produit touristique est une des raisons qui explique la crise dans ce secteur au Sénégal. C'est l'avis du directeur de la Fédération nationale de l'Office du tourisme et des syndicats d'initiative présents à Rufisque dans le cadre de la signature d'une convention entre la ville de Rufisque, le conseil départemental et l'institution qu'il dirige. Albouri Ndiaye déclare que Rufisque, du fait de son statut de ville coloniale, peut contribuer à diversifier le patrimoine culturel et touristique du Sénégal. Albouri Ndiaye, le leader, donc le président de la Fédération générale de l'Office national du tourisme et des syndicats d'initiative. Je vous propose de l'écouter. Nous avons signé dans le but d'identifier les éléments du patrimoine du département de Rufisque. Nous faisons partie de ceux qui pensent que la crise du tourisme du Sénégal
réside dans le fait que le produit touristique lui-même ne se renouvelle pas. Et Rufisque recèle de potentialités réelles qui permettent assez rapidement de proposer une offre touristique qui vienne enrichir le produit touristique sénégalais et contribuer un peu à résoudre le problème de la crise du tourisme sénégalais. En d'autres termes, on ne discute plus des potentialités touristiques de Rufisque et de son département, parce que c'est une ville qui fait partie des villes coloniales et qui laisse ici et là des éléments du patrimoine matériel, immatériel, mais également surtout un élément extrêmement important, c'est la capacité des populations à recevoir. Et ça, c'est déterminant dans le tourisme. Si nous réussissons ce travail, nous arriverons à diversifier le produit touristique sénégalais. Depuis le reportage du jour, les compteurs à cartes, encore appelés Wayafal, décriés par certains consommateurs, notamment aux HLM Grand Médine, pourtant mis en place depuis quelque temps par la Société nationale d'électricité pour davantage économiser la consommation en électricité. Les usagers interrogés assurent que ces compteurs ne font pas vraiment l'affaire. Ils soutiennent débourser plus afin d'assurer leur consommation au risque de sombrer dans le noir. Reportage Ndeye Dimendao. Ousseynou Diagne consomme beaucoup d'électricité pour mener à bien ses activités. Ce technicien détient un compteur à carte dénommé Nofly, compteur qui n'est plus économique comme avant, constate-t-il. On m'a convaincu de prendre les compteurs à carte, mais avec ce compteur-là, j'ai vu que c'est pas économique. Parce qu'au début, je consommais par exemple 15 000 francs pour 30 jours, mais maintenant pour les 15 000 francs, je consomme presque 22 à 23 jours. Conséquence, les dépenses pour l'électricité augmentent même si l'on contrôle la consommation. Ce commerçant établi au marché Tilène témoigne El Haj Kébé. Je fais partie des premiers clients, le compteur à carte. Maintenant, si tu achètes 10 000 francs, ça ne peut même pas aller un mois. Avec ces nouveaux compteurs, que de désagréments relèvent ces consommateurs qui accusent la Sénélec. Avant, avec les anciens compteurs à carte, on n'ouvrait pas les compteurs, on contrôle seulement. Mais maintenant, on ouvre les compteurs, je ne sais pas ce qu'ils font là-bas. Mais je crois qu'on augmente la consommation. Quand vous consommez jusqu'à le week-end et que ça épuise, vous avez des problèmes à recharger ça. Tu pars à la station Sénélec, là-bas on te dit que c'est le week-end, on ne travaille pas. Chaque jour, la Société nationale d'électricité fait la promotion de nouveaux compteurs à carte comme étant plus économiques, ce qui n'est pas de l'avis de ses usagers qui interpellent les consuméristes. Il est exactement 7h passées de 20 minutes. Vous suivez toujours le journal sur Zik FM et nous abordons la page des sports. Lamine Gueye, bienvenue, bonjour. Bonjour Brahim, bonjour à tous. Du basketball pour démarrer, le drapeau national sera remis ce matin. L'étape de Santander avant de rallier Tunis pour les Lions. Oui, après un mois de préparation à Dakar, 3 matchs amicaux, le choix des 12, les Lions vont recevoir le drapeau national des mains du ministre des Sports. Ce sera à 10h au salon d'honneur du stade de Léopold Sédar Senghor. La préparation continue puisque l'équipe passera par l'Espagne, plus précisément à Santander pour un tournoi. Un tournoi donc les attend et Cheikh Sarr l'a dit, il y a eu du retard dans la préparation et certains aspects ne sont pas encore au point. Ce sera justement l'occasion de tout parfaire avant bien sûr de rallier la Tunisie pour l'Afrobasket qui démarre le 19 août, c'est-à-dire dans 6 jours maintenant. Nous passons au football avec le retour d'Issy Ardiar en Ligue 1 française. Oui, la presse évoquait la possibilité il y a plusieurs semaines maintenant. Finalement, ça a été fait. Hier, Issy Ardiar a signé à Ajaccio pour une durée d'1 an. Il avait quitté le championnat français depuis 2010. Il est passé par Fenerbahçe avant de migrer au Qatar depuis 2012, un choix d'ailleurs que personne ne comprenait à l'époque et qui lui avait fait perdre sa place en sélection. Aujourd'hui, il est âgé de 28 ans et pourra peut-être revenir à son meilleur niveau, taper sur l'œil du sélectionneur Aliou Cissé. Pour son retour chez les Lions, il portera le dossard numéro 22 et va évoluer avec un autre Sénégalais, ancien international, Kader Mangane, arrivé également cette saison à Ajaccio. Alors nous parlons toujours football, mais cette fois-ci des Navétanes, les phases nationales 2015. La FC Sininka de Sédhiou vise le titre. Oui, un deuxième titre de leur histoire après celui de 2007, alors dans l'ONCAM. Pour accrocher l'objectif, l'équipe met les bouchées doubles dans la préparation. Seul hic, pas encore de soutien
des autorités et cela inquiète les dirigeants. Voici la correspondance à Sédhiou de Ibrahim Diallo. Porté sur les fonds baptismaux en 1999, l'ASC Silinka, logé au cœur du quartier Kabum, est né de la fusion entre le Real et le Tessito, deux équipes emblématiques qui ont marqué les beaux jours du football dans la commune de Sédhiou. L'équipe de Silinka, qui a la lourde tâche de représenter la région de Sédhiou à ses phases nationales qui se joueront cette année à Kaolack et Diourbel, exécute l'ultime phase de sa préparation. Mamadou Sy est l'entraîneur adjoint de cette équipe. Tu sais, bon, l'ASC quand même a une potentialité vraiment consistant, mais je pense que dans l'ensemble on est en train de travailler, on fait confiance aux gosses, ils sont là, ils travaillent matin. Habitué de cette compétition qui lui a valu d'ailleurs de remporter les phases nationales de 2007 version ONCAM, l'ASC Silinka, au-delà de la jeunesse, compte s'appuyer également sur l'expérience de quelques anciens. Ouais, il y a des jeunes, il y a quelques-uns quand même un peu plus expérimentés. Ouais, il y a des gens quand même qui ont eu à jouer des phases et tout, et il y a aussi quelques-uns des joueurs qui ont eu à jouer des championnats et tout. Pour une très bonne participation à ces phases nationales, le club qui vise le sacre fait appel à l'ensemble des élus et aux bonnes volontés qui tardent toujours à se manifester. Cette année, l'ambition de l'ASC Silinka est de marquer de son empreinte cette compétition, y jouer les premiers rôles et accrocher un deuxième titre national à son palmarès. Sédhiou, Ibrahim Diallo, Zik FM. Voilà, alors nous parlons de la France où le Conseil d'État va vider le contentieux entre la Fédération et la Ligue professionnelle. Oui, le contentieux porte sur le nombre de relégations et de montées en Ligue 1 et 2 gérées par la Ligue professionnelle qui avait voté une disposition les ramenant désormais de 3 à 2 pour, dit-elle, sécuriser les investissements des clubs de Ligue 1 souvent hantés par le spectre de la relégation, décision qui avait soulevé le courroux des clubs de Ligue 2 qui voyaient la montée encore plus corsée. La fédération a pris fait et cause pour les clubs de L2 en annulant cette décision et montrer au besoin sa suprématie. Le président de la Ligue Pro, Frédéric Thirier, a alors saisi le Conseil d'État qui doit trancher la question entre les deux structures du football français. Le verdict donc est attendu demain vendredi. Et puis les Marseillais suivront avec beaucoup d'intérêt la conférence de presse de leur président Vincent Labrune qui sera face à la presse ce soir. Il ne s'est pas exprimé depuis le départ surprise de l'entraîneur Marcelo Bielsa après la première journée de L1 perdue à domicile 1-0 devant Caen. Peut-être on saura un peu plus sur le nom de son remplaçant, le remplaçant bien sûr de Bielsa. Beaucoup